Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Arrivé à la moitié de son deuxième mandat, Emmanuel Macron se retrouve empêtré dans une situation difficile et qu'il a lui-même provoquée. Depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale au mois de juin et la défaite de son parti aux élections législatives dans la foulée, le président de la République ne peut plus appliquer sa politique comme il le souhaite. Plus impopulaire que jamais, il est contraint de se mettre en retrait de la politique intérieure et son autorité sur son propre camp s'étiole. Ceux qui le soutenaient hier prennent leur distance avec le président et se disputent déjà sa succession en vue de 2027. Code Source fait le point aujourd'hui avec Pauline Thévenoud et Thomas Soulier. Ils sont tous les deux journalistes au service politique du Parisien, chargés de suivre l'exécutif. Pauline Thévenoud, avant de raconter dans cet épisode comment Emmanuel Macron exerce le pouvoir depuis qu'il a dissous l'Assemblée nationale le 9 juin, il faut d'abord expliquer quel président il a été jusqu'à cette date. Alors faisons un rapide saut en arrière, avant d'arriver à l'Élysée en automne 2016, quand il est encore ministre de l'économie de François Hollande et sur le point de se présenter à la présidentielle, Emmanuel Macron commence à convoquer dans la presse la figure d'un dieu romain, Jupiter, et à employer l'expression président jupitérien. Qu'est-ce que ça signifie selon lui? Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est un concept qui dépeint une présidence très verticale. Cela vise avant tout à se démarquer de François Hollande et François Hollande qui avait théorisé le concept du président normal. Ça vise aussi pour Emmanuel Macron à se solenniser, à se crédibiliser. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'a pas 40 ans, il n'a jamais été élu. Ces équipes expliquent que président jupitérien, ça veut dire être dans une posture d'autorité, d'exercer le pouvoir exécutif suprême, mais ça ne veut pas dire se mêler de tout. Ça veut dire être au-dessus de la mêlée. Et alors comment il applique cette philosophie une fois qu'il est élu en 2017, puis réélu en 2022 jusqu'à cette année ? À partir de 2017, Emmanuel Macron applique effectivement une présidence très verticale. Il devient très vite un omniprésident qui s'occupe de tout, se mêle de tout. Il cherche un contact direct avec les Français, sans intermédiaire. Le pouvoir est extrêmement centralisé par lui, par le très puissant secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui est vraiment dépeint, c'est plus que le bras droit du président, c'est son jumeau, son deuxième cerveau. Et ces deux hommes-là concentrent énormément de décisions. On en vient donc aux événements récents. Le dimanche 9 juin, au soir des élections européennes, où la liste conduite par le président du Rassemblement national arrive en tête, le chef de l'État décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Les nouvelles élections législatives n'ont pas donné par la suite les résultats qu'il espérait. Le camp présidentiel perd la majorité relative dont il disposait dans l'hémicycle. Thomas Soulier, après ces élections, Emmanuel Macron met près de 2 mois à nommer quelqu'un à Matignon au poste de Premier ministre. Pourquoi c'est si long ? Il y a 2 raisons à cela. D'abord parce que souvent chez Emmanuel Macron, il aime bien prendre du temps. Et là, il veut plutôt en gagner du temps. Il veut que l'été soit consacré, monopolisé par les Jeux Olympiques et non pas par la politique. Et donc il considère que cet été peut être l'été des fiertés françaises où il peut gagner des points après une dissolution, il faut le dire, assez cauchemar pour lui. Et donc voilà la première raison, gagner du temps. La deuxième, c'est qu'il n'a pas le casting. Il ne sait pas qui nommer à Matignon, c'est assez clair comme ça. Il y a un seul nom qui surgit, celui à gauche de Lucie Castet, proposé par le Nouveau Front Populaire. Et là, Emmanuel Macron, il ne veut pas d'elle, car il considère que ce sera une cohabitation qui sera radicale. Il considère aussi que s'il la nomme, certes, elle se fera censurer, mais il dit en attendant, il y aura des mesures fortes qui seront prises, et ça, il n'en veut pas. Le jeudi 5 septembre, Michel Barnier, 73 ans, ancien député européen, ex-négociateur du Brexit, membre du parti Les Républicains, est nommé Premier ministre. C'est un peu une surprise, il est appelé à former un gouvernement et le soir même, lors d'un dîner à l'Élysée, des témoins racontent que le chef de l'État semble détendu. Il est donc rassuré à ce moment-là d'avoir trouvé ce profil pour Matignon ? Oui, en nommant Michel Barnier, il sait très bien que ce ne sera pas une cohabitation radicale, contrairement avec Lucie Castet. Il sait très bien qu'il ne touchera pas à la réforme des retraites, et ça, les deux hommes en ont discuté. C'est un vrai soulagement parce que le président s'est dit « enfin, j'ai un nom ».
enfin on va passer à autre chose, et enfin je vais mettre le singe sur l'épaule de Michel Barnier. Ça, c'est une expression en Macronie pour dire refiler le mistigris. C'est maintenant Michel Barnier qui va prendre tous les coups et plus simplement moi. Alors quelle est la nouvelle forme de pouvoir qui se dessine à ce moment-là au sein de l'exécutif? Est-ce qu'on se dirige vers une cohabitation comme le pays en a déjà connu sous François Mitterrand et Jacques Chirac, puisque les deux hommes ne sont pas du même camp politique, ou est-ce qu'il s'agit encore d'autre chose? C'est quelque chose d'inédit. Et quand on l'interroge à ce moment-là l'Élysée pour dire ça ressemble à quoi la relation Macron-Barnier, on nous dit c'est une coexistence exigeante. Certains utilisent même le terme de cohabitation, un mélange de coalition et de cohabitation, encore des termes inventés par la Macronie. Pauline Thévenot, le mardi 12 septembre, devant les élus parlementaires de son camp, les Républicains, réunis à Annecy, le nouveau Premier ministre déclare qu'il n'y a pas de domaine réservé entre lui et le président de la République, mais plutôt des domaines partagés. Alors qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça suscite des réactions à l'Élysée ? Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que Michel Barnier ne s'interdit rien. Comprendre que Michel Barnier ne sera pas un Premier ministre qui se contentera de gérer les affaires courantes sur la scène intérieure en laissant l'Europe, les grandes affaires du monde et les questions de défense au président de la République. Ça se manifeste très rapidement, puisque il y a dans la foulée, quelques semaines plus tard, un déplacement à Bruxelles du Premier ministre, alors même que le président de la République y est déjà. Il faut savoir que c'est rarissime. Normalement, un usage tacite veut que le chef de l'État, le chef du gouvernement ne soit pas absent du territoire national en même temps. C'est encore plus baroque qu'il se retrouve dans la même ville à se disputer, finalement sans le dire, un même terrain de prédilection, les affaires européennes. Et il suffit de voir finalement les lieutenants du président grogner, grincer des dents en coulisses pour dire mais Michel Barnier, qu'est-ce qu'il a à aller s'occuper d'Europe alors qu'il y a déjà le président qui s'en charge? Il ferait mieux de faire fonctionner son gouvernement, il ferait mieux de passer l'épreuve du budget. À l'Élysée, on campe toujours sur ses positions en continuant de parler de domaines réservés. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé. Le samedi 21 septembre, le gouvernement de Michel Barnier est annoncé, 41 ministres et secrétaires d'État, dont 13 issus de LR contre 12 pour le parti présidentiel. Plus de la moitié des ministres sont de droite ou viennent de la droite. Est-ce qu'Emmanuel Macron a pu peser autant qu'il le voulait pendant les discussions en coulisses ? Alors, il avait dit qu'il ne se mêlait pas de ça, Emmanuel Macron, mais il avait tout de même quelques points qui lui tenaient à cœur. C'est-à-dire de décider conjointement avec Michel Barnier de qui serait nommé au poste du fameux domaine réservé. Et notamment, Emmanuel Macron, il voulait nommer Gérald Darmanin au Quai d'Orsay, mais ça, Michel Barnier lui a dit niet. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis, pudiquement, l'Élysée a parlé de points d'alerte sur certains noms. C'était notamment celui de Laurence Garnier, qui était initialement fléché vers la famille. Laurence Garnier, c'est une sénatrice Les Républicains, qui a fait partie du mouvement de la Manif pour tous, très conservatrice. La nommer à la famille, c'était aux antipodes de la vision qu'ont toujours portée les macronistes sur les questions sociétales. Il obtient qu'elle ne soit pas nommée à la famille. Dans la liste finale, elle figure bien au poste de secrétaire d'État à la consommation. Ce qui veut tout dire, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, les quelques points pour lesquels il est intervenu, il n'a pas obtenu gain de cause. L'autre signe que son pouvoir s'étiole, c'est que même les négociations pour les postes où sont nommés les ministres de son camp ne sont pas passées par lui, mais sont passées par Gabriel Attal. Le mardi 1er octobre, devant les députés, Michel Barnier prononce son discours de politique générale, sa feuille de route, et par la suite, le gouvernement multiplie les annonces avec des mesures fiscales, notamment dans le futur budget 2025, pour tenter de réduire la dette et le déficit public. Ces mesures, est-ce qu'elles remettent en cause la politique économique d'Emmanuel Macron ? Fondamentalement, non. Barnier reste quand même sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, mais je pense qu'Emmanuel Macron rencontre quand même une petite déconvenue. Il s'imaginait que ce serait la continuité pure et dure de sa politique avec ce Premier ministre-là, et il tombe sur un chef du gouvernement qui veut clairement imprimer sa marque.
La mesure la plus emblématique de ces divergences de vues, c'est la hausse des cotisations patronales que Michel Barnier met sur la table avec le budget 2025. Ça, c'est une ligne rouge absolue pour Emmanuel Macron et les siens. En privé, il dit l'allègement du coût du travail, c'est important de ne pas revenir dessus. Il le répète sans arrêt, notamment à ses députés, auxquels il demande de se battre contre cette mesure. Thomas Soulier, le président, a tout de même intérêt à ce que Michel Barnier reste en poste le plus longtemps possible. Expliquez-nous pourquoi. Si demain Michel Barnier saute, est censuré, eh bien ça sera une défaite aussi pour Emmanuel Macron qui l'a nommé. Imaginez que demain Michel Barnier ne soit plus Premier ministre. La question dans la seconde sera qui pour remplacer Michel Barnier. Alors il y a des noms qui circulent, Bernard Cazeneuve de la gauche, mais vous avez entendu, le RN qui est en position de force à l'Assemblée a dit c'est Bernard Cazeneuve en censure. Xavier Bertrand, Marine Le Pen le déteste et donc elle dit s'il est nommé, je le censure. Et la gauche censurera aussi et donc l'addition des voix créera une censure pour Xavier Bertrand. Donc vous le voyez, il n'y a pas de bonne solution et ça Emmanuel Macron en a bel et bien conscience, d'où son idée de garder Michel Barnier très longtemps. À cette même période, Pauline Théveniot, le président et l'Élysée se mettent de plus en plus en retrait des questions de politique intérieure. Pourquoi ça ? Et tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, il a perdu 2 élections de suite. D'une certaine façon, dans les urnes, les Français ont dit « on ne veut plus de vous ». Il y a un moment, finalement, qui condense cette bascule. C'est une soirée que Emmanuel Macron organise à l'Élysée. C'est juste après la nomination de Michel Barnier, début septembre. Selon l'expression d'un convive, c'est une soirée pour marquer la fin d'un cycle. D'ailleurs, dans un petit mot à tout le monde, Emmanuel Macron dit que là va s'ouvrir une nouvelle phase. Et il a cette phrase qui est absolument édifiante. Ce soir-là, il dit « Je vais laisser le gouvernement gouverner ». Ça en dit long sur sa pratique du pouvoir. Et ça en dit long sur le retrait auquel il est contraint désormais. Et comment il se manifeste, ce retrait, médiatiquement ? Tout simplement, on le voit plus sur le terrain de la politique intérieure. Il fait très peu de déplacements, quasi pas, ou alors pour des commémorations ou des événements très institutionnels. On ne le voit plus au milieu des Français et il n'a plus d'intervention sur les grands débats de politique nationale. Au même moment, des figures de l'ex-majorité présidentielle se disputent la tête du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, mais aussi la présidence du parti Renaissance. Il y a 2 noms, Gabriel Attal et Elisabeth Borne, qui ont un point commun. Les 2 sont anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Les 2 veulent d'abord le groupe et ensuite le parti. À l'Assemblée, il y a près de 100 députés macronistes. C'est le 2e groupe à l'Assemblée et on sait que quand on devient président de ce groupe-là, on a du pouvoir dans la galaxie macroniste. Gabriel Attal est candidat. Elisabeth Borne a envie d'être candidate. Elle tâte le terrain, elle met un orteil dans l'eau, elle voit que l'eau est glaciale, elle n'y va pas. Et donc il reste seulement Gabriel Attal, alors qu'Emmanuel Macron en coulisses ne veut pas que ce soit Gabriel Attal. Il préférerait un Gérald Darmanin ou une Elisabeth Borne. Vous l'avez dit, Elisabeth Borne et Gabriel Attal se disputent la tête du parti. Début octobre, une 60aine de représentants locaux de Renaissance signent même une tribune dans le journal L'Opinion pour soutenir la candidature de ce dernier. Le texte ne fait pas une seule fois mention du président de la République. Et ce qui est frappant, c'est que cette bataille politique, elle semble donc se dérouler sans lui, en tout cas le plus loin possible de lui. La Macronie veut tourner la page Macron, tout en restant macroniste. Donc d'un côté, vous avez les mêmes Attal, Borne, Darmanin, Le Maire, etc. qui veulent prendre leur distance avec Emmanuel Macron pour, en quelque sorte, surfer sur la vague anti-Macron qu'il y a dans ce pays. Et de l'autre, ils veulent surfer sur une forme de vague d'hérédité d'Emmanuel Macron pour plaire aux militants. Donc il y a une forme de schizophrénie chez eux aussi. On voit en discutant avec eux qu'ils ont du mal à choisir encore la stratégie politique. Ils ont tous les yeux rivés sur une date, 2027, la future élection présidentielle. Et il y a une crainte en Macronie en ce moment, c'est comment distinguer toutes ces personnalités-là pour trouver un nom qui va arriver à faire consensus. Vous voyez que ça annonce dans les mois et années à suivre beaucoup de désaccords et un nouveau feuilleton en Macronie.
Le soir du 24 octobre, Pauline Thévenoud, vous révélez dans Le Parisien que l'après-midi même, Emmanuel Macron a organisé une réunion hautement politique à l'Élysée avec des figures de l'ex-majorité présidentielle pour tenter de reprendre la main. C'est un déjeuner qui se tient dans le salon des portraits autour d'Emmanuel Macron. Il y a donc Gabriel Attal et Elisabeth Borne, les deux grands rivaux du moment. Il y a aussi l'ex-ministre de l'économie, Bruno Le Maire, parti enseigner à Lausanne et retiré des affaires. Et tous les anciens ministres du budget, dont Gérald Darmanin. Il s'agit de parler de l'abyssal déficit des comptes publics alors que des commissions d'enquête se préparent au Parlement. Mais en fait, il s'agit surtout, au fond, de parler de la course pour la tête du parti et pour Emmanuel Macron de tenter de reprendre la main sur une histoire qui lui échappe. Il dit clairement, ce jour-là, le président, je le cite, « Il faut que vous défendiez plus le bilan, l'avenir du bloc central et l'idée du dépassement ». Il enjoint aussi ses troupes à préparer les prochaines élections municipales. Et il y a quand même un petit événement qui se produit ce jour-là, c'est qu'à l'heure du café, il garde Gabriel Attal et Elisabeth Borne avec lui pour un échange à 3. Il leur demande de cesser de se déchirer pour la tête du parti et au fond de s'accorder sur une candidature unique pour cesser ces guerres fratricides qu'il voit d'un très très mauvais œil. Entre-temps, le mardi 15 octobre, le président déclenche une vive polémique après ses propos tenus en Conseil des ministres et rapportés par plusieurs témoins. Il aurait dit, je cite, qu'Israël doit sa création à une décision de l'ONU. Racontez-nous cette séquence. Eh bien, Emmanuel Macron, ce jour-là, autour de la table du Conseil des ministres, il dit, je cite, « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Par conséquent, il ne devrait pas s'affranchir des décisions de l'ONU. » Alors, il se trouve que ce propos est rapporté par plusieurs participants, qu'on révèle cette phrase et qu'on en fait un article sur notre site internet, et que ça crée tout de suite une très très vive polémique et surtout une énorme poussée de tension avec Benyamin Netanyahou. Les relations sont déjà tendues, mais là, il y a une réaction encore plus virulente que d'habitude du Premier ministre israélien. Et 2 jours plus tard, alors qu'il est à Bruxelles pour le Conseil européen et qu'il donne une conférence de presse dans ce cadre, Emmanuel Macron fait entendre sa colère comme on l'a peut-être même jamais vu. Je ne vais pas me mettre à faire des démentis sur des propos qui sont sortis de leur contexte et qui n'avaient pas vocation à être rendus publics. Ce soir-là, il va très loin, Emmanuel Macron, puisqu'il va jusqu'à estimer que rien ne doit s'écrire en dehors des communiqués officiels et des comptes rendus de la porte-parole du gouvernement. Ça provoque l'indignation de l'association de la presse présidentielle des journalistes qui sont chargés de le suivre, qui fait un communiqué pour lui répondre et lui dire que c'est pas à lui d'énoncer comment doivent travailler les journalistes et est-ce qu'il est bon de publier ou pas. Pour autant, ce soir-là, Emmanuel Macron, il ne dément pas formellement ses propos et pour cause, il a bien dit cela, c'est confirmé par plusieurs participants qui, même après son coup de colère, nous disent bah oui, il avait dit ça. Seulement, eh bien, la phrase, la façon dont elle est reçue, les polémiques que ça crée, lui échappent totalement et ça l'insupporte. Pauline Thévenoud, 6 mois après avoir dissous l'Assemblée nationale, le président doit encore tenter de calmer la crise de confiance qu'il a lui-même suscitée au sein de son propre camp. Oui, mais elle était extrêmement profonde, cette crise. Au moment de la dissolution et de la campagne des législatives anticipées, il faut savoir qu'on a quand même entendu des choses qu'on n'avait jamais entendues dans la bouche de députés macronistes contre le président. On entendait mais qu'il se taise, mais qu'il disparaisse. Bref, c'était extrêmement violent. Et des mois après, vous avez raison, les députés et aussi ceux qui ont été battus lui en veulent encore énormément. Et le président, il a conscience qu'il doit à tout prix raccommoder ce lien. D'ailleurs, il fait depuis cet été quelque chose qu'il n'a jamais fait en 7 ans. C'est-à-dire qu'il reçoit par brassées, par petits groupes, les députés de son camp à déjeuner à l'Élysée. À chaque fois que se tient un repas de ce type, il justifie la dissolution de juin, il s'en réexplique. Et lors d'un de ces déjeuners, il a eu cette phrase d'ailleurs, Emmanuel Macron, peut-être aurais-je dû plus le faire avant d'entretenir ce lien avec ses troupes, au fond, comme s'il avait un regret de ne pas avoir assez travaillé sa relation avec les élus de son camp. Thomas Soulier, est-ce que le président et son entourage ont des pistes aujourd'hui pour sortir de cette situation délicate et relancer ce second quinquennat ? Non, au contraire, c'est là tout le paradoxe. Il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Si on le voit beaucoup, si on le voit pas, ça change rien. Il perd des points dans les sondages.
Le 18 novembre, vous signez un papier tous les deux, Pauline Thévenoud, dans Le Parisien. Vous écrivez que le président est contraint au silence. Pour autant, c'est une situation qui n'a pas du tout l'air de lui convenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en coulisses, il ne reste pas les bras croisés. Qu'est-ce qu'il fait ? Cette situation, évidemment qu'elle ne peut pas lui convenir, ce n'est pas du tout dans son tempérament. Pour autant, celui qui imaginerait qu'Emmanuel Macron se désintéresse de la politique nationale, des réformes qui se jouent là dans le pays ou de l'avenir de son parti politique se berce d'illusions. Évidemment qu'il regarde tout ça de très près et il y a tout à parier qu'Emmanuel Macron, il va tenter des coups pour revenir sur le devant de la scène, que ça passe par des initiatives internationales européennes. Il a aussi promis, juste après la nomination de Michel Barnier, qu'il ferait les choses autrement, mais qu'il retournerait au contact direct des Français. Il ne l'a toujours pas fait. Il y aura forcément à ce moment-là des échanges et des prises de position du président, même si pour l'instant, du fait de sa grande impopularité, un retour sur le terrain est encore trop risqué. Thomas Soulier, est-ce que le président ou même ses conseillers ont des pistes pour relancer cette fin de quinquennat, les 2 ans et demi de mandat qui lui restent, et sortir de sa situation très délicate ? Aucune. J'ai discuté récemment avec un ancien ministre d'Emmanuel Macron qui me disait il faut qu'on trouve un nouveau format pour lui. Alors je dis oui, c'est intéressant, lequel ? J'en sais rien. En fait, on a la sensation que le président vit une fin de règne alors qu'il lui reste encore 2 ans et demi à l'Élysée. Merci à Pauline Thévenoud et Thomas Soulier. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Clémentine Spiller, réalisation Pierre Chaffanjon. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Laissez-nous des pouces en l'air ou des petites étoiles. Et ne ratez pas non plus notre podcast Crime Story. Chaque samedi, la journaliste Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.